Bonjour à tous, donc Célia a présenté ce cycle de webinaires. Donc aujourd'hui, en effet, on va plus parler sur la conception de votre projet en lien avec le territoire et ses spécificités locales. Puis ensuite, il y aura les deux autres webinaires prévus, le prochain plus sur la partie architecture, réhabiliter, agrandir, construire, le 20 octobre. Et ensuite, début novembre, on aura plus sur la conception, l'aménagement des espaces extérieurs des sites touristiques. Bonjour, donc on va aborder dans ce webinaire une rapide présentation du CAUE du Loiret, de nos missions de conseil auprès des porteurs de projets. On parlera de ce qui fonde en fait notre démarche, c'est-à-dire le territoire et ses spécificités, tant architecturales que paysagères. Et on présentera des exemples d'accompagnement qui vont vous éclairer sur notre mission et les conseils qu'on peut vous apporter. Voilà. Et puis pour finir, comment prendre rendez-vous, comment solliciter le CAUE, et enfin les questions-réponses. Donc le CAUE est un organisme créé en 1980 qui a pour objectif la promotion de la qualité du cadre de vie. Ses missions ont été définies par la loi sur l'architecture. Ce sont le conseil, la formation, l'information et la sensibilisation de tous les publics. En matière donc d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'environnement, c'est-à-dire qu'on travaille avant les professionnels, avant la mise en œuvre des projets. On est les plus performants lorsqu'on nous appelle au début des projets, en amont. Le financement est établi par la taxe d'aménagement qui est perçue sur les permis de construire, complétée par des subventions spécifiques et des cotisations de nos adhérents. On a donc une équipe technique qui est composée de 9 salariés à votre disposition, conseillers en architecture, en urbanisme, en paysage, chargés de communication, chargés de conception visuelle, responsable informatique et une responsable administrative. Et puis enfin, un point important, on conseille donc gratuitement, notamment les porteurs de projets touristiques dans le cadre de notre mission de conseil aux particuliers. Alors les missions, le conseil, l'information, la sensibilisation, la formation. Le conseil tente auprès des collectivités locales que des particuliers. Pour ce qui est des particuliers, par exemple sur le choix d'un terrain ou l'inscription d'un projet dans le site environnant, construire, réhabiliter ou améliorer l'habitat. Les collectivités locales, on s'intéresse à tous les projets d'urbanisme, de construction, de paysage, que ce soit à l'échelon communal ou intercommunal. Pour l'information, on est aussi un centre de ressources, on va le voir, sur l'architecture contemporaine, l'urbanisme à l'échelle humaine, le respect du patrimoine, qualité des paysages. On a aussi des informations qui peuvent vous intéresser sur les démarches de l'acte de bâtir ou d'aménager et les acteurs intervenants. Enfin, la sensibilisation à la qualité architecturale et paysagère et environnementale, ainsi que la formation des professionnels du cadre bâti, des élus locaux, des associations et des personnels des collectivités. On a aussi un travail avec les scolaires et les enseignants. Donc l'équipe, voilà, je vous en ai parlé, hein, on est donc 9 dans l'équipe, architectes, urbanistes, paysagistes, communicants, et des métiers autour de l'informatique et de l'administration. Le CAUE, c'est aussi un site, hein, caue45.fr, sur lequel vous allez trouver un certain nombre de ressources. Comme vous le voyez, on ouvre nos portes le 15 octobre. Voilà, on a mis une photo écran du site, donc vous pouvez aussi venir nous voir directement. On aura une exposition, vous pouvez nous rencontrer le 15, c'est un samedi, toute la journée avec une pause méridienne. Cependant, si vous souhaitez des conseils, ce sera sur rendez-vous. Donc, sur ce site, vous trouvez aussi des fiches conseils. Il y a un bon nombre de fiches conseils, par exemple, pour organiser la parcelle, pour planter une haie, pour réhabiliter une maison.
l'agrandir, pour choisir des essences, enfin, il y a un certain nombre de fiches conseils, et puis des dossiers thématiques, comme vous pouvez le voir, sur la reconversion, faire du neuf avec l'ancien, sur le fleurissement participatif, les mares, la gestion des eaux de pluie, la valorisation des berges, la question du climat et de la biodiversité aussi, qui sont tout à fait d'actualité. Enfin, vous trouverez aussi toujours par l'entrée de ce portail un observatoire qui est mutualisé avec les CAUE de France, avec le réseau des CAUE et qui répertorie des projets. Et donc, sur le Loiret, on doit avoir plus d'une centaine de projets qui sont présentés et comment dire, expliqués à travers un diaporama et des fiches. Donc, en ce qui concerne le conseil aux particuliers, on a un peu différents publics. On peut avoir le particulier qui a des questions sur l'achat d'un terrain, le choix d'un terrain, la construction de sa maison, l'agrandissement. Ensuite, on a une autre catégorie de public qui sont les agriculteurs, qui ont des projets sur l'évolution de leur corps de ferme, que faire d'un bâtiment qui n'est plus utilisé parce que plus d'actualité avec l'activité agricole, comment on accompagne par le végétal l'exploitation. Et puis, il y a aussi le sujet des porteurs de projets touristiques. Alors, ça peut se combiner et se croiser, hein, les différents publics, hein. Et c'est cela qu'on va vous détailler un peu plus sur comment on peut vous aider, vous, en tant que porteur de projet, dans vos choix et dans votre projet. Donc, on a récemment publié un flyer d'information qui résume un petit peu comment on peut vous aider, et c'est cela qu'on va développer un petit peu plus dans un premier temps. Donc, les conseillers en architecture et en paysage peuvent vous apporter gratuitement un conseil, et c'est surtout un regard extérieur par rapport à votre projet. Donc, comme on l'a dit, ça peut être une construction neuve, une extension, une rénovation. Et puis, en termes de paysage, l'accompagnement des bâtiments de manière paysagée, et comment organiser les espaces extérieurs de son site touristique. Les conseils peuvent se dérouler par téléphone, en visio, des fois dans un premier temps, et puis le présentiel, on se déplace également sur site pour des fois mieux comprendre, on va dire, l'organisation spatiale des lieux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le conseil est d'autant plus efficace que si vous nous contactez vraiment en amont de votre projet. Donc, ça concerne, c'est très large, hein, ça peut concerner la création de gîtes, de chambres d'hôtes. Pour ceux qui sont déjà installés, ils peuvent aussi nous appeler sur l'aménagement des espaces extérieurs. Ça concerne également les restaurants, des campings qui soient privés ou un camping municipal, ou des hébergements de groupe. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la salle, le public est assez varié, puisqu'on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient des campings, des gîtes, des restaurants. Donc, on va essayer d'être assez large dans la présentation des exemples pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, comment se déroule le conseil type avec le CAUE? Donc, dans un premier temps, nous, on essaye de comprendre votre projet. On interroge vraiment la demande pour vraiment comprendre toutes les intentions. Alors, si on prend par exemple, je sais pas, un gîte, on va poser la question à qui c'est destiné. Est-ce que c'est un couple, une famille? Est-ce que c'est un gîte de groupe? Est-ce que vous voulez qu'il soit adapté aux personnes à mobilité réduite? Donc, il y a toutes ces questions. Est-ce que c'est du tourisme d'affaires aussi? Donc, on pose vraiment toutes les questions pour connaître vraiment l'orientation future de l'hébergement. Et puis, on essaye aussi de comprendre pourquoi vous voulez faire ça, quelle est votre ambition, quel est votre intérêt dans ce projet. Et puis, on pose des questions, voilà, sur la capacité future de l'hébergement, quel confort vous souhaitez. Enfin, est-ce que vous visez
voilà, classique, le luxe, enfin des choses un peu plus haut de gamme. Donc, on est vraiment là pour vous questionner et pour vous faire aussi poser des questions. Ensuite, nous, en tant que voilà, conseiller aménagement de l'espace, on va bien sûr recontextualiser votre site par rapport à là où vous êtes, hein. On le répète, c'est très important de prendre en compte son projet dans l'entité qui vous appartient. Donc, si vous êtes de Sologne, de Beauce, du Val-de-Loire, c'est très important de s'inscrire dans son paysage. Et nous, bien sûr, on va voir tous les éléments naturels, hein, qui constituent le site, donc d'où viennent les vents dominants, votre projet et l'orientation des bâtiments par rapport à la course du soleil, quelles sont les vues intéressantes, celles qu'il faudrait cacher, les atouts du site, là où il y a des faiblesses. Donc, on va d'abord vous apporter un premier regard, ce qu'on appelle un peu un prédiagnostic, pour vraiment que vous vous rendiez compte de tous les éléments déjà qu'il y a en place. Et puis après, notre conseil se poursuit vraiment avec notre regard sur les enjeux d'aménagement du site. Alors parfois, vous aviez vu une certaine vision et puis des fois, on peut aussi tout chambouler et vous faire réfléchir à une autre possibilité d'aménagement. Donc, on met en avant les points forts, on questionne les enjeux, on vous apporte également pas mal de références par rapport à d'autres choses qui se font, soit dans le Loiret ou un peu plus loin. Et puis, on essaye de vous orienter au mieux dans votre démarche et de vous orienter vers les acteurs qui pourraient vous être utiles pour la suite de votre projet. Et des fois, ça peut aussi mener à vous orienter vers des professionnels de la conception. C'est vrai que nous, on est très en amont, donc on ne fait pas de conception. Et ça peut être intéressant souvent de faire appel à un architecte et un paysagiste pour lancer votre projet. Alors, le paysage et l'identité locale, c'est le fondement en fait de notre intervention, hein. On est dans un département qui est multiple, hein, et même avec des paysages très variés sur des distances relativement courtes, hein, puisqu'on a l'entité paysagère. Euh, les principales sont au nombre de 6, la Beauce, la Forêt d'Orléans, le Gâtinais, la Puisaye, la Sologne, le Val-de-Loire. Et à chaque entité paysagère correspond aussi un sol. Et donc, on se base sur ces caractéristiques locales et historiques pour essayer de définir dans nos conseils quelle peut être à la fois la spécificité de votre projet d'un point de vue géographique et puis son image de marque. Ça peut être aussi un appui sur l'image de marque, d'être en parfaite cohérence avec la région touristique dans laquelle vous êtes installé. Donc, on va défiler très sommairement, hein, toutes les identités paysagères, parce que vous venez un peu tous un peu partout dans le département. Donc, à chaque fois sur les composantes du paysage, mais aussi l'identité architecturale de chaque entité. Donc, en ce qui concerne la Beauce, donc, on connaît ces paysages, hein, très de grande culture, très ouverts. Votre site touristique peut s'inscrire soit dans la ville ou le village de Beauce, ou aussi dans un hameau où on a beaucoup de cas où il y a des agriculteurs qui ont des fermes isolées isolées en pleine plaine qui font appel à nous. Donc, c'est vrai qu'il y a une identité en Beauce et c'est bien que le projet prenne en compte cette identité. Donc, en effet, en Beauce, tout élément vertical va être très repérable dans le paysage. Donc, on voit classiquement les silhouettes, hein, avec le clocher du village, le château d'eau, les éoliennes qui marquent ce paysage. Et puis, on va dire qu'historiquement, ces villages à dominante très minérale à l'intérieur étaient entourés d'une ceinture végétale qu'on appelle les ouches et qui étaient les fonds de parcelles des habitations. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu, il y en a toujours, mais c'est vrai qu'avec les différentes extensions urbaines, on a tendance à voir disparaître cette transition entre le bâti et la plaine agricole. D'un point de vue architectural, la Beauce, c'est avant tout la pierre calcaire, bien sûr.
qui marquent l'architecture. On est sur une architecture très compacte. Les villages sont très regroupés aussi pour des questions climatiques, de protection des vents dans la grande plaine où ils sont concentrés. D'une part en bourg ou en hameau, et puis d'autre part, on a effectivement les fermes isolées qui elles-mêmes sont aussi dans un système de protection construite autour de cours carrés. Donc, on balaye ici quelques éléments de l'architecture, des typologies de l'architecture rurale qu'on peut retrouver pour partie dans les autres régions avec des spécificités. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la base historique est intéressante. Ensuite, nos conseils ne sont pas de vous dire faites du pastiche, forcément, hein. Vous allez voir qu'on va présenter aussi des exemples tout à fait contemporains, mais qui, de par les matériaux, de par l'implantation, de par parfois le langage en termes de volumétrie, s'inscrivent dans une continuité géographique et historique. Ensuite, en ce qui concerne le Val-de-Loire orléanais, donc là, vous avez le bloc diagramme de la vallée de la Loire. Et c'est vrai que majoritairement, les bourgs se sont implantés à l'abri du risque inondation sur les coteaux. Mais on a quand même connaissance, surtout dans la partie sud, quand même d'une plaine alluviale assez large. Je pense à Sondillon, Férolles, tous ces villages sont soumis au risque inondation. Et c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte vraiment dans le projet, comme tout projet de construction. Donc, on a vraiment des paysages caractéristiques de Val-de-Loire. Qui en font aussi un atout, puisque c'est vrai que touristiquement, le Val-de-Loire est quand même de plus en plus sollicité, on va dire. Donc, le Val-de-Loire, c'est d'un point de vue architectural une zone de transition, hein, puisque la Loire était navigable, et donc le trafic qui s'est opéré concernait aussi les matériaux, mais aussi les idées. Et donc, on a une architecture qui est influencée aussi par celle de la Touraine, par celle en fait des différentes régions parcourues par la Loire, hein. Donc, on retrouve évidemment d'un point de vue historique ces toitures à deux pentes avec des toitures au ras des pignons, la tuile plate ou l'ardoise, hein, justement avec cet apport de la Loire, et puis des murs en moellon calcaire liés à la chaux. On en reparlera souvent de la chaux pour la réhabilitation. En ce qui concerne la Sologne, donc on a tous l'image de la Sologne, hein, un paysage de forêt qui est naturel, mais aussi assez artificiel et surtout très, on va dire, cloisonné, hein. C'est pas comme en forêt d'Orléans où la forêt est ouverte. Donc, on a beaucoup de la présence d'étangs qui de plus en plus sont investis par les collectivités quand c'est sur le territoire communal pour en faire des zones de rencontre et qui constituent aussi des points d'intérêt touristique. Donc, les bourgs se sont installés dans les clairières et dans la forêt, on a beaucoup de petites propriétés, des petits châteaux et on a souvent des demandes de propriétaires pour valoriser leur patrimoine, pour en faire des hébergements touristiques. Euh, c'est vraiment une demande importante au niveau de la Sologne. Alors oui, la Sologne, c'est à la fois des propriétés privées. On en compte environ 700 sur toute la Sologne, avec donc des châteaux, hein, des petits châteaux, souvent du 19e siècle, hein, puisque c'est la période à laquelle la Sologne a été assainie et transformée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on va dire. Et puis d'autre part, des bourgs qui, eux, sont plus modestes, hein, dans une architecture qui est basée sur une cellule élémentaire qui est répétée, avec une omniprésence de la brique, hein. Le sol argileux a bien sûr été exploité, et
Et donc, cette typologie de village assez souriant avec la couleur des briques. Donc la forêt d'Orléans aussi paysage forestier, mais beaucoup plus, on va dire, ouvert, et aussi avec la particularité d'être traversée par le canal d'Orléans. Et dernièrement, on a beaucoup de demandes le long des communes du canal, avec notamment la prise de conscience de l'intérêt touristique, et notamment avec le projet du département de la véloroute le long du canal. C'est vrai que de plus en plus de porteurs de projets se posent la question d'adapter, on va dire, leur projet au cyclotourisme et aux équipements qu'il est nécessaire de proposer. Donc, on a aussi des villages qui s'implantent dans les clairières, et c'est un caractère quand même assez intimiste, hein, souvent à l'écart des grandes voies de circulation, euh, des villages voilà, qui sont dans la clairière, dans ce paysage de forêt vraiment traversé par le canal. Et oui, intimiste, c'est bien un peu ce qui caractérise la forêt d'Orléans, modestie, intimité. On a des constructions qui étaient souvent agricoles, qui sont assez simples, avec un usage du bois, qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Sologne, et puis un remplissage ici souvent qui était en pisé essentiellement, ou en torchis. Euh, Comme le calcaire à fleurs aussi, l'usage de la pierre en encadrement est présent. Pour le Gâtinais, on commence un peu à changer de paysage, hein. On arrive dans l'est du département, on commence à avoir un peu plus de vallonnement, hein. Le Gâtinais est drainé par la vallée du Loing et tous ses affluents. Donc, on a encore des plaines de côté ouest, mais c'est vrai que la partie est est vraiment un relief vraiment plus marqué, et les villages sont souvent implantés auprès des cours d'eau et à la croisée des routes. Et donc le Gâtinais, c'est un autre paysage, une autre région, une autre architecture. On n'est ni dans l'architecture un peu monumentale et très minérale de la Beauce, ni dans euh, le côté souriant, coloré de la Sologne ou la modestie de la forêt d'Orléans. On est sur des constructions qui sont souvent disposées sur une même ligne et qui organisent des cours ouvertes, là, pour le coup, hein, c'est-à-dire qu'on a des interstices entre les bâtiments avec des granges et des hangars en bois qui viennent accompagner les bâtiments en pierre avec des encadrements en briques. Et puis, la dernière entité, la Puisaye, qui offre un paysage vraiment, je trouve, assez très différent du reste du Loiret, hein. On est vraiment dans des vallons et surtout dans un paysage de bocage qui existe un peu moins dans le reste du Loiret. On a vraiment ces parcelles marquées par ces haies tout au long, dès qu'on passe, en fait, le Gâtinais, on perçoit vraiment à l'œil nu ce changement de paysage. Donc le vallonnement est plus important, il y a beaucoup plus de boisement. Et puis on a des villages là, qui s'installent sur les crêtes et qui offrent des silhouettes tout à fait intéressantes et des points de vue vraiment à mettre en valeur. Et une architecture qui se rapproche de celle de la Bourgogne. On a des toitures un peu encore plus inclinées que les toitures souvent à 45 degrés, des combles qui sont volumineux, un usage du bois, de la présence du pan de bois. Voilà, on est dans un autre territoire avec une architecture plus massive, on va dire, en tout cas des volumes plus marqués. Et c'est une des spécificités, effectivement, de cette puisaye, de ces collines de puisaye. Donc là, on a fait un panel rapide des différentes entités paysagères, mais on aime vraiment le rappeler à chaque début de conseil parce que c'est la spécificité vraiment du territoire. Et puis ensuite, on a d'autres échelles d'analyse. Donc, on a bien sûr les abords du site qui sont très importants sur
les cônes de vue à la fois sur votre site, mais aussi de votre site vers l'extérieur. Et puis, bien sûr, à la fin, on zoome vraiment sur le site en lui-même pour vous accompagner et vous donner des conseils par rapport à votre projet. Alors, pour vous présenter justement ce questionnement et ces conseils qu'on peut vous délivrer, voilà un exemple d'un meublé de tourisme euh, on va donc vous présenter de la manière de travailler qu'a le CAUE. On commence par s'intéresser évidemment à la situation, au paysage. Là, on voit qu'on a un petit ensemble en cour ouverte qui est dans une sorte de clairière avec un paysage dégagé au sud. On regarde les dessertes, l'environnement, comment on peut accéder, mais aussi les atouts, les proximités, les nuisances éventuelles à proximité du site. En se rapprochant, on établit avec vous, avec les propriétaires des lieux, un état des lieux sur l'organisation générale et l'orientation. Par exemple, ici, on a une sorte de fermette qui a été occupée, qui était encore dans son jus lorsque le projet est né pour en faire un hébergement, avec un espace de vie, séjour, cuisine, et puis un garage, une étable à côté, une annexe voilà, qui était un peu délaissée et indépendante. Puis il y avait encore la soue à cochons, avec le tout sur une parcelle assez petite et un jardin ponctué de quelques arbres qui ouvraient sur la clairière, sur la plaine de la clairière, avec une très bonne exposition, comme c'est souvent le cas dans les bâtiments ruraux, puisqu'on voit que le soleil eh bien, inonde le bâtiment du matin au soir. Les qualités architecturales et paysagères sont analysées. Voilà, par exemple, ce bâtiment avait un versant avec une couverture d'origine, un autre qui avait été pas mal retravaillé avec des tuiles mécaniques, des châssis de toit, un petit auvent, une baie vitrée, un intérêt par la présence d'une cheminée. Bon, et puis surtout par ce petit édicule qui, lui, était resté totalement dans l'esprit initial, à côté du puits, et qui nous paraissait intéressant de ce point de vue. On a, avec le porteur de projet, envisagé plusieurs hypothèses d'aménagement, puisqu'en fait, il y avait un questionnement sur à la fois pouvoir occuper le bâtiment en termes de résidence secondaire, finalement, par le porteur de projet, et puis, à certains moments, le louer. Donc, plusieurs manières d'aborder le bâtiment, avec un programme qui était de 3 ou 4 chambres, soit on entrait au nord, là c'est ce qu'on voit sur le schéma en bleu. Donc on entre effectivement par le nord, et puis on dégage une salle à manger avec une vue sur le paysage qui donne sur une terrasse. L'annexe restait annexe, et puis on avait un aménagement du jardin qui était relativement simple, puisqu'on a, dans ce cas présent, déjà la présence de la végétation avec un bel arbre. Mais il y avait effectivement un intérêt à planter les pieds de mur, que ce soit au nord ou dans l'angle sud-ouest. Voilà une autre hypothèse qu'on a travaillé avec eux. Et les hypothèses sont de ce type-là, c'est-à-dire que c'est vraiment des schémas des possibles. Ensuite, évidemment, il y a un choix du porteur de projet qui va être développé par lui-même et par un maître d'œuvre. Mais là, en l'occurrence, un deuxième possible, c'était d'entrer par le côté et puis de créer chambre, cuisine, salle à manger, avec la terrasse au sud toujours, et de créer un studio indépendant, avec un petit jardin indépendant au sud. On retrouve là aussi toujours les plantations de pieds de mur, avec un système où on entre par une pergola et une entrée par la terrasse cette fois.
avec une chambre d'hôte qui était créée dans l'annexe. Puis enfin, un quatrième projet où était envisagée la construction d'un volume entrée salle à manger entre le petit appendice, enfin le bâtiment qui se trouve au sud, qui deviendrait une cuisine, et puis le corps de bâtiment principal qui abriterait le séjour, bureau, chambre, etc. Il y a bien sûr un étage où on a pu identifier la place de l'escalier. Voilà, donc là, ces éléments sont à la fois le fruit des échanges avec le porteur de projet et puis des réflexions et du regard qu'apporte l'architecte et le paysagiste, et qui sont doublés par des conseils et des références sur le respect de l'écriture architecturale lorsqu'on est sur de la réhabilitation, sur l'utilisation des percements existants, la prise en compte des vues, la construction d'une pergola ou d'une terrasse, dans ce cas-là, les plantations locales, que ce soit pour les pieds de mur, notamment avec la plantation de vivaces, les enduits, puisque là aussi on est sur du bâti ancien, donc on respecte ce bâti non seulement d'un point de vue aspect, mais bien sûr avant tout d'un point de vue hygrométrique, hein, en prenant des enduits traditionnels qui sont compatibles avec la structure des murs et qui évitent d'enfermer l'humidité et d'avoir des rejets de type salpêtre à l'intérieur. Et donc, on traite évidemment l'amélioration thermique du bâti ancien à travers ces conseils. Voilà, pour ce conseil, ça vous donne une idée de où en était aussi le porteur de projet, et on nous interroge à différents stades. En l'occurrence, là, il y avait une interrogation sur l'occupation future de la propriété. Est-ce que je veux faire un hébergement touristique, une résidence secondaire, un usage mixte, une résidence avec une chambre d'hôte? Voilà, l'interrogation n'était pas tranchée et on nous a demandé d'intervenir justement pour éclaircir ce programme pour ce bâtiment qui était vacant, hein, lorsqu'on a pu y travailler. Et donc, à la suite, une fois que l'occupation de la propriété aura été définie par le porteur de projet, il lui reviendra de rédiger un cahier des charges, puisque dans cette propriété, il y a absolument tout à reprendre, hein, donc c'est vraiment un bâti délaissé. Donc, il faut absolument préciser les espaces, les usages, le fonctionnement, le type d'énergie, etc. Et en l'occurrence, entourer les compétences d'un architecte et en prenant sans doute contact avec Maison Paysanne de France du Loiret, qui est une association tout à fait pertinente aussi pour accompagner sur la réhabilitation du bâti rural. Donc ensuite, un autre type de conseil qui concerne cette fois les campings, hein, on en a parfois. Donc là, on est plutôt dans un cas où le camping existe déjà et une volonté du propriétaire, donc privé ou communal, de mettre en valeur ce camping et de proposer de nouveaux aménagements. Donc, par exemple, on reprend la même démarche hein, que précédemment, hein. On analyse le contexte. Donc là, un camping situé entre Loire et Canal de Briard, hein, avec une situation tout à fait exceptionnelle, enfin, qui a une bonne qualité. Et on regarde aussi toujours dans un périmètre plus grand, qu'est-ce qui existe déjà en termes de camping, quelles sont les offres des autres campings, pour voilà, essayer d'avoir des choses à la fois concurrentielles, mais aussi complémentaires avec ce qui existe déjà sur le territoire. Là, la demande était de remettre en valeur par des aménagements paysagers le camping, mais aussi proposer d'autres activités et accueillir, principalement, l'objectif était surtout des familles. Donc, on fait une analyse à la fois des bâtiments et des espaces extérieurs. Donc là, vous voyez, il y a les bâtiments d'accueil, le bâtiment du gardien, le bloc sanitaire. On regarde leur situation par rapport à l'ensemble du camping, comme les différents espaces extérieurs. Donc là, il y avait une aire de jeu, il y avait un mini-golf, mais qui était à proximité directe du zone de stockage des poubelles. On avait la présence, alors beaucoup d'emplacements libres, mais également
de mobil-home sur le terrain, et puis un questionnement aussi sur les clôtures du camping, où finalement on est à proximité de la Loire et du canal, mais la configuration actuelle fait qu'on est assez cloisonné. Donc c'est vrai que ça fait partie des enjeux d'un peu ouvrir un peu plus sur le paysage existant, qui avait quand même des qualités assez importantes. Donc vous voyez, là, on était arrivé sur un schéma global d'enjeux, un peu avec ce que j'ai commencé à dire. Donc déjà un travail sur l'accueil du camping, avec pourquoi pas le coupler avec une buvette guinguette qui pouvait s'ouvrir également sur l'espace public afin d'assurer une transition entre les deux. On avait également des préconisations en termes d'aménagement paysager, mais également de valorisation de vue sur la Loire, et également des ouvertures sur le canal, puisque jusqu'à maintenant, les différents usagers du camping étaient obligés de faire tout le tour pour accéder au canal. Donc, on identifie vraiment ces enjeux pour faire en sorte que le camping soit beaucoup plus, on va dire, ouvert et à proximité des intérêts, on va dire, du paysage à proximité. Et puis, on les a conseillés aussi sur diversifier les types d'hébergement, outre les mobil-homes et les emplacements libres. Vous le verrez après, des références en termes d'habitat un peu plus insolite ou avec un intérêt architectural plus important. Et puis, il y avait cette volonté d'un espace convivial. Donc, pareil, on les a orientés sur des références, sur des choses qui se font ailleurs, pour vraiment leur donner des idées et les faire avancer dans leurs projets. Donc, par exemple, on fait des conseils en termes de plantation, donc en préconisation de haies. Donc, qu'est-ce qu'on met comme végétaux? On s'appuie vraiment sur les essences plantées locales, des essences adaptées, on va dire, au contexte local par entité paysagère et rustique, puisqu'on connaît aujourd'hui les changements climatiques et la sécheresse de plus en plus importante. Donc, on fait attention dans nos préconisations à aller vers des végétaux adaptés au contexte et, on va dire, aux changements actuels. Et puis là, vous voyez des références d'autres types d'hébergements qu'on rencontre dans certains campings. Donc, ça va des pods à des tentes safari ou à vraiment des constructions avec un intérêt architectural ici plus contemporain, mais qui aussi attire un autre type de clientèle. Un autre exemple, ici, bon, c'est dans le Puy-de-Dôme, mais l'intérêt pour ce camping en bord de Loire, c'était de montrer des hébergements sur un niveau, avec la cuisine en bas et la chambre en haut, où en fait on cadre vraiment une vue sur l'espace extérieur. Et notamment là, on avait vraiment eu la volonté de montrer que le paysage sur la Loire était vraiment intéressant à valoriser. Eh bien, voilà un troisième exemple d'accompagnement plutôt sur de l'hébergement, sur des salles d'activité. En fait, on se trouve sur un site historique, hein. Il s'agit d'un château. Et donc, comment on va pouvoir travailler sur ce monument qui, vous voyez, est en état d'abandon lorsque on intervient. Alors, voilà, c'est un projet assez important qui était sollicité par le propriétaire, les nouveaux propriétaires. Il s'agit évidemment de regarder d'un point de vue urbain, en termes d'urbanisme, de droit des sols, d'urbanisme réglementaire, où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur une entité aussi importante. On le fait aussi lors d'un camping ou d'un hébergement plus modeste, hein. On regarde bien sûr l'urbanisme, la réglementation, les protections en termes patrimonial et paysage, et puis les servitudes et les emplacements réservés. C'est ce qu'on aperçoit dans le rond rouge en face du château. On voit qu'il y a un emplacement qui a déjà été réservé pour un équipement. J'ai dit bâtiment patrimonial implique de s'intéresser aux époques de construction et à rechercher à travers les cadastres anciens quelle était la situation
par le passé, comment a évolué ce bâtiment de façon à pouvoir comprendre aujourd'hui de la meilleure manière et adapter la façon d'intervenir en identifiant toute l'histoire. Alors, là aussi, un travail sur l'organisation actuelle, les expositions, les accès, hein. On voit qu'on a une jolie pièce de Bastide rurale, de château euh, comment dire, qui est entouré par d'anciennes douves, hein, qui sont envahies par la végétation, en l'occurrence. On a encore le pont, hein, le pont-levis d'accès, le château avec la demeure principale, les annexes, aujourd'hui transformés en salle et en cuisine, et puis les bâtiments de type écurie atelier, la chapelle, la grange, le tout dans une enceinte parfaitement définie sur un plan carré et qui, on imagine toute l'histoire de ce lieu, même si les pavillons ont peu à peu grignoté le territoire alentour, comme vous pouvez le voir sur le plan. Voilà, voilà l'objet, donc quelque chose d'assez important, avec un charme certain, qu'on peut voir ne serait-ce qu'à part la manière dont est organisé, dont sont organisés les accès aussi aux douves, mais l'intérieur, un escalier monumental, des plafonds tout à fait intéressants et une cheminée de même nature. Les douves et les espaces extérieurs, que ce soit la cour ou effectivement tout l'entourage du mur d'enceinte, qui sont relativement à l'abandon, pardon, présentaient un potentiel très, très important sur ce site. Alors là aussi, le porteur de projet est en pleine réflexion, et notamment sur le fait d'habiter ou pas le site, tout en le transformant en un espace d'hébergement. Une première hypothèse qui était que les propriétaires habitent le château, avec la création d'espaces pour recevoir des hôtes dans les bâtiments annexes, donc dans la grange, dans la maison atelier, euh, et, euh, et le château étant, lui, la maison d'habitation plus des chambres d'hôtes, avec des questions sur la gestion des espaces extérieurs, sur évidemment, puisqu'on a un site qui est un peu éclaté et multiple dans ses usages, quels sont les moyens pour protéger d'intimité, hein, de l'intimité. On imagine qu'il y ait plusieurs occupants, plusieurs familles ou groupes d'occupants. Il faut créer des espaces extérieurs alors qu'on donne dans une cour qui les réunit pour l'instant. Et puis l'aménagement de ces douves qui est à la fois un véritable atout, mais qui demande des moyens d'entretien. Donc, de quelle manière entretenir un parc boisé de façon durable et en même temps économique. Une deuxième hypothèse, c'était que les propriétaires habitent dans la grange, c'est-à-dire dans un bâtiment annexe, que le château soit destiné à des chambres d'hôtes et une maison atelier dans un gîte. Donc là aussi, on retrouve les questions qu'on a pu voir. C'est une autre manière d'occuper le site en créant le stationnement à l'extérieur, comme vous avez pu le voir. Et puis un troisième projet sur ce site qui était de le destiner entièrement à l'hébergement en créant des salles d'activité et des espaces de réception, avec donc toujours des gîtes dans les annexes, des salles de réception, gîtes, chambres d'hôtes et espaces de séminaire dans le château, et la possibilité de construire une salle dans l'enceinte ou d'implanter un barnum de manière à augmenter la capacité événementielle du site.
voilà, des références comme on l'a présenté. Donc, on va chercher, il avait été question, il est toujours question d'implanter de l'habitat insolite dans les douves et dans le parc boisé qu'entoure le château. Différentes façons de traiter. Il y a un bassin au centre de cette cour. Donc, comment le réactiver de façon contemporaine. La gestion, voilà, des images de gestion, mais on a aussi évidemment des fiches. Là, on est juste illustratif dans la présentation qu'on fait aujourd'hui sur une gestion durable des espaces verts. Et puis, la synthèse des conseils, affiner le programme, prendre contact avec la mairie, vérifier les possibilités du document d'urbanisme, toujours établir un cahier des charges avec un programme détaillé, évaluer dans ce cas-là, avec la direction des affaires culturelles, l'intérêt de lancer une étude sur le bâtiment afin d'établir son intérêt historique et patrimonial, ça peut être un véritable atout, se rapprocher de la Fondation du patrimoine et du conseil départemental pour d'éventuels financements, et puis s'entourer des compétences d'un architecte du patrimoine et d'un paysagiste concepteur, puisque là, on est vraiment sur un projet d'ampleur qui nécessite de l'expertise. Et le dernier exemple qui concerne plutôt la catégorie des restaurants. Donc souvent, les demandes qu'on a, c'est un restaurant déjà en place et qui souhaite aménager un peu plus les abords, les accès, le stationnement. Donc, on a pris un exemple avec donc un restaurant déjà en place qui demandait des conseils sur l'aménagement des 2 cours qu'il y avait sur le site, une cour plus liée à la salle de restauration et une autre cour un peu plus dédiée pour les séminaires avec des salles qui étaient dans ce bâtiment. Également, il y avait la question ou pas de mettre à la place de ce bâtiment-là un hébergement touristique type gîte ou chambre d'hôte. Donc, même processus, un état des lieux de l'existant, et puis ensuite la proposition de différentes hypothèses des aménagements extérieurs, en se basant bien sûr sur l'entité dans laquelle le restaurant se trouvait. Et donc, on peut voilà, proposer différentes types d'aménagements extérieurs pour à la fois des fois cloisonner ou créer des espaces intimistes sans complètement aussi perdre, on va dire, la qualité de la cour du bâtiment qui était plutôt ouverte. C'est pareil aussi quand on a des cours de ferme carrés, des fois certains propriétaires veulent cloisonner pour offrir des espaces extérieurs, mais il faut aussi faire attention à garder quand même l'homogénéité de base du bâtiment et de l'espace attenant qu'il y avait. Donc généralement, on propose des essences, à la fois, donc là, c'était pour marquer vraiment l'entrée du bâtiment puisqu'il n'y avait pas possibilité de planter en pleine terre. Donc des conseils de proportion, d'échelle d'un contenant par rapport au végétal et aussi de type d'arbustes et de plantes de couvre-sol qui seraient adaptés. On fait aussi des conseils sur des associations végétales de fleurissement, mais ça, on y reviendra un peu plus dans le détail au dernier webinaire qui est plus consacré sur l'aménagement des espaces extérieurs. Vous voyez des images de référence et aussi quelques exemples d'associations végétales pour donner des idées en fonction des expositions et également des sols du site. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de différents exemples et conseils qu'on a pu faire. Il y en a plein d'autres différents. On a essayé de vous proposer 4 exemples complémentaires, on va dire. Et juste pour finir, donc comment faire appel au CAUE. Donc, bien sûr, il y a les 2 prochains webinaires pour en savoir plus sur la méthode de travail et puis certaines préconisations. Mais si vous allez sur notre site internet, vous avez en haut à droite un petit onglet Prendre rendez-vous. En tant que particulier, vous pouvez remplir le formulaire en ligne pour que nous, on sache un petit peu plus qui vous êtes et quelle est votre demande. Donc, différentes rubriques à compléter. Et nous, quand on reçoit le formulaire, on vous recontacte pour fixer les modalités de conseil et prendre rendez-vous avec vous. Merci à tous. Merci à Laure, merci Hervé pour cette belle présentation.
On a 2 autres webinaires organisés. Un webinaire le 20 octobre prochain sur réhabiliter, agrandir et construire, et un autre le 7 novembre, plus spécifique sur les espaces extérieurs. Bonne fin d'après-midi à vous et peut-être au 20 octobre. À bientôt. À bientôt, N'hésitez merci. pas, merci bien.